Bonjour, je suis Capucine et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode d'Over the Rainbow. À travers ce podcast, j'ai choisi de donner la parole à celles qui sont souvent lésées dans les médias, les dites minorités de genre et plus particulièrement les femmes. À chaque épisode, j'accueille une invitée pour qu'elle vienne nous raconter son histoire tout en diffusant un précieux message d'espoir. Aujourd'hui, j'ai pu m'entretenir avec Yuna, une jeune femme de 25 ans qui souffre d'endométriose. L'endométriose, on en entend, heureusement, de plus en plus parler. Et pourtant, cette maladie, loin d'être rare, reste souvent très longue à diagnostiquer. Pourtant, elle engendre une réelle souffrance et un handicap quotidien dont vous parlera très bien Yuna. Yuna, c'est une jeune femme très lumineuse et souriante. Rien ne laisse deviner l'enfer qu'elle vit à cause de cette maladie. Dans cet épisode, elle vous racontera les souvenirs de ses premières règles, l'errance médicale, la violence verbale du personnel médical, mais aussi l'impact de cette endométriose sur son quotidien, son travail et son couple. Au moment de l'épisode, Yuna était enceinte de 3 mois, une jolie petite victoire face aux difficultés que peuvent rencontrer les femmes atteintes d'endométriose pour avoir un bébé. Alors je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec la merveilleuse Yuna, une endo-girl courageuse, mais aussi et surtout une femme puissante et inspirante. Bonne écoute! Bonjour Yuna. Bonjour. Comment tu vas? Ça va. Ok, super. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation C'est pour un venir plaisir. parler d'endométriose. Je suis super contente que tu sois là, d'autant que ça fait longtemps qu'on avait prévu ça et au final, ça a toujours été décalé avec le Covid et tout ça. Donc, je suis super contente que tu sois venue jusqu'ici. C'est très, très gentil. Et puis, ça me tenait à cœur de parler d'endométriose parce que du coup, c'est quelque chose qui est assez répandu. Juste pour donner un petit chiffre comme ça aux personnes qui nous écoutent, on estime qu'environ 10% des personnes menstruées sont atteintes d'endométriose. Mais déjà, il faut prendre en compte que le chiffre, il est vraiment sous-estimé parce que le diagnostic est hyper difficile. Je pense que tu vas pouvoir nous en parler. Et donc, du coup, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas diagnostiquées, qui sont aussi atteintes. Donc, je ne vais pas vous en dire plus parce que je vais laisser Yuna raconter son histoire. Elle est mieux placée que moi pour l'expliquer. Donc, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Et puis, du coup, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un petit peu aux personnes qui nous écoutent? Alors du coup, moi je m'appelle Yuna, j'ai 25 ans. Je souffre d'endométriose, je pense, depuis toujours, mais j'ai été diagnostiquée seulement en 2018. Ok. Donc j'avais 21 ans, Ok. je crois. Si mes À peu calculs près. sont bons. Environ, on n'est pas à quelques années près. Ok, ça marche. Et du coup, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? C'est quoi tes passions un petit peu? Qu'est-ce que tu dirais? Ah, j'aime beaucoup de choses. J'aime les animaux, j'aime la musique. Je fais du chant, du ukulélé, du violon. Je travaille au foyer de l'enfance avec des adolescentes. Donc, c'est vraiment cool comme travail. Je peux faire de la prévention en plus, comme j'aime. Donc voilà. Trop bien, super cool. Donc du coup, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, donc sur l'endométriose. Déjà, l'endométriose, du coup, ça touche toutes les personnes qui ont leurs règles, c'est bien ça. Et du coup, ça se déclare à partir du moment où on a... est-ce que ça peut se déclarer dès qu'on a nos premières règles ou pas forcément? Ouais, ça peut se déclarer dès les premières règles, mais on le sait pas forcément dès le début parce que ils veulent pas poser un diagnostic tout de suite en général. Ils veulent attendre plusieurs années pour être sûrs. Je vois. Et toi, du coup, tu te souviens de ce jour où tu as eu tes premières règles? T'avais quel âge, toi? Moi, c'était horrible. Ouais. Alors, en fait, je trouve qu'on fait pas beaucoup de prévention sur les règles au collège. J'avais 12 ans. Et du coup, je ne savais pas utiliser une serviette hygiénique. Je ne savais même pas ce que c'était. Je ne savais pas ce que c'était les tampons. Parce que en 5e et en 6e, on fait pas de prévention là-dessus. Peut-être que maintenant, ça a évolué, mais moi, quand j'y étais, en tout cas, on n'en faisait pas. Du coup, j'ai commencé à avoir des pertes de sang, donc j'avais super mal au ventre. Ouais. Et je savais pas comment le dire à ma mère, je ne savais pas à qui en parler. Du coup, tout ce que j'ai fait, c'est mettre du sopalin dans ma culotte parce que je savais pas en fait ce qu'il fallait faire, je savais pas comment en parler de ces choses-là parce que c'était très très tabou. Ouais. Ça l'est encore un peu aujourd'hui d'ailleurs.
Et au final, au bout d'un moment, j'ai quand même dû dire à ma mère, je crois que j'ai mes règles parce que j'ai mal au ventre et je perds du sang. Et du coup, là, elle m'a donné une serviette hygiénique, sauf que je ne savais pas la mettre, donc j'ai attendu d'être au collège. Et j'arrive au collège et je demande à une fille de ma classe qui était... je savais qu'elle avait ses règles depuis un moment. Et je vais la voir et je lui dis, écoute, je sais pas comment on met une serviette hygiénique, est-ce que tu peux me dire? Du coup, elle m'explique et... donc je pensais avoir compris, donc je vais dans les toilettes et tout, j'essaie de la mettre et en fait j'ai pas enlevé l'espèce de petite, je sais pas comment on appelle ça, l'espèce de petit truc pour coller en dessous de la serviette pour que ça colle. Et du coup elle a bougé dans tous les sens. En fait c'était une catastrophe. Donc les premières règles c'était vraiment catastrophique. Ah ouais, déjà ça commençait mal quoi. Ça commençait très mal. Ouais, je vois. Et du coup, donc toi tu savais pas déjà à la base trop ce que c'était les règles. Du coup, tu savais même pas ce qui était normal ou pas de ressentir. Enfin, t'étais complètement perdue par rapport à ça. Enfin, je suppose que du coup, tu dis que t'avais mal, mais enfin, je pense que tu savais pas si à l'époque déjà t'avais très très mal, ou si c'était une douleur supportable. Non, je savais pas du tout ce qu'étaient les règles à l'époque parce que on n'en parlait pas en fait entre nous et on n'en parlait pas non plus chez moi. Donc j'étais un peu perdue sur le sujet. Après, les premières règles, je me rappelle pas forcément en fait, j'étais tellement angoissée par comment on fait pour enlever le sang, pour pas que ça attache, que du coup, je pense que je suis pas capable de me rappeler de la douleur, mais je me rappelle des règles que j'ai eues après et qui étaient vraiment catastrophiques. Et justement, tu te rappelles du moment où tu t'es rendu compte qu'il y avait peut-être quelque chose qui était pas normal et que tu as commencé à te dire que peut-être que tu avais plus mal que la moyenne ou pas? Je sais pas si je m'en suis rendu compte toute seule. Je sais que j'avais un médecin, mais un médecin vraiment génial qui m'a suivi toute mon enfance. Maintenant, il est à la retraite, donc voilà. Mais je pense que c'est grâce à lui, parce que c'est lui qui m'a parlé d'endométriose. Mais s'il m'en avait pas parlé, j'aurais pas su, en fait, et j'aurais pas posé les questions pour être diagnostiquée. Donc, c'est vraiment grâce à lui que je me suis fait diagnostiquer. Ouais, parce que lui, du coup, à l'époque, tu lui disais que t'avais très mal, etc., qu'il y avait des choses qui t'alertaient? Alors, en fait, ça s'est passé... comment dire? En gros, on pensait que les problèmes venaient des intestins. Ok. Parce qu'il y a des antécédents dans ma famille. Et il y a eu un jour où mon père a dû m'emmener aux urgences parce que j'avais vraiment très, très, très mal au ventre et c'était plus possible. Et je suis partie des urgences. Ils m'ont dit, madame, vous êtes stressée, prenez du Spasfon et ça va aller mieux, détendez-vous. Ah oui, d'accord. Sauf que j'étais vraiment très en colère. J'ai dit à mon père, non, en fait, non, c'est pas le stress. J'ai mal au ventre et avoir mal à ce point-là, c'est pas normal, en fait. Du coup, je téléphone à mon médecin traitant, je vais le voir et au rendez-vous, je lui dis, écoutez, moi, c'est pas possible. Ça fait des années que j'ai mal au ventre. Je sais pas ce qui se passe. Parce qu'en fait, le truc, c'est que j'avais mal et pendant mes règles et en dehors des règles. Donc, j'arrivais pas forcément à faire le lien. Et j'ai dit au médecin, là, il y a quelque chose. Je peux pas rester comme ça. Donc, il m'a dit, il y a peut-être de l'endométriose. Si vous voulez, on fait des examens, on va chercher, on va regarder ce qu'il peut y avoir. Donc, l'endométriose, moi, je savais pas du tout ce que c'était. Donc, j'ai fait mes recherches de mon côté, mais pareil, à ce moment-là, il y avait pas grand-chose de fait dessus. Et du coup, j'ai fait échographie. On n'a rien vu à l'échographie. J'ai fait un scanner, on n'a rien vu au scanner. Okay. J'ai fait des prises de sang, des prélèvements d'urine, ils ont rien vu. Et j'ai fait un IRM, je crois 4 mois après, parce que forcément, les délais pour avoir un IRM, c'est catastrophique. Et c'est seulement à l'IRM qu'ils ont détecté un nodule d'endométriose. Et là, ils m'ont dit, peut-être qu'il y a de l'endométriose. Mais il y avait encore le peut-être. Et j'ai dit à mon médecin, moi, là, va falloir faire quelque chose, parce que je vais pas rester avec un peut-être, vous avez de l'endométriose, en fait. Je veux savoir ce que j'ai. Et il m'a donné les coordonnées d'un gynécologue qui est spécialisé dans l'endométriose et qui est juste génial et qui, du coup, il a validé que c'était bien de l'endométriose que j'avais. Ok. Et toi, à ce moment-là, t'avais quel âge, du coup? Quand quand ton médecin a commencé à te parler de l'endométriose, tu t'en rappelles à peu près? Je devais avoir une vingtaine d'années, je crois. Ouais, ok. Oui, donc ça faisait déjà 8 ans que tu avais tes règles, quoi. Ouais, ça faisait vraiment longtemps. Ouais. Et tu parlais donc de comment est-ce qu'on peut découvrir l'endométriose. Donc toi, c'était via un IRM. Oui. Et du coup, comment ça se présente
vraiment physiquement à l'intérieur du corps? Comment on peut le voir, tu sais un peu Ah, je sais pas vraiment. Parce que toi, tu dis que c'était quoi? Ça se voit dans ton utérus, on voit des petits trucs qui montrent. Non, tu sais pas? Moi, ils m'ont dit que j'avais un nodule au niveau du col de l'utérus. Ok, Et ça correspondait aussi aux douleurs parce que du coup, j'avais des douleurs pendant les rapports sexuels. ok, ouais, Et d'accord. donc, en fait, quand la pénétration était trop profonde, je souffrais le martyre. Vraiment, j'étais tordue de douleur. J'avais vraiment super mal au ventre. Donc, ça correspondait aux douleurs que j'avais. Ouais, d'accord, je vois. Parce que du coup, ça peut être à différents endroits aussi de l'endomètre et donc ça peut provoquer plus ou moins de douleurs, enfin des douleurs à différents endroits du ventre aussi, du coup, je Oui, suppose. Ouais. et ça touche même pas que l'utérus, en fait, parce que du coup, ça fonctionne un peu comme les métastases d'un cancer. Ok. Donc, en fait, ça peut se déployer vraiment dans tous les organes du Ah corps. ouais, je savais pas. Il y a de l'endométriose thoracique qui existe, Mm. endométriose intestinale. Donc, ils auraient pu en trouver autre part. Après, là, à l'IRM, ils ont vu que j'en avais sur le col de l'utérus. Mais je me suis fait opérer, du coup, en 2019. Et par contre, quand ils m'ont opéré, ils ont vu que j'en avais plus que ce que les examens montraient vraiment. Ok, d'accord. Donc du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours donc au niveau médical, tu nous dis que tu as eu un diagnostic au bout d'un moment grâce à ce médecin qui était bien renseigné sur la question. C'est assez rare pour le souligner. Ensuite, du coup, tu as vu un gynéco qui s'y connaissait bien. Et ensuite, tu nous parles d'une opération. Comment est-ce que ça s'est passé entre tout ça? Ça a été quoi les étapes pour arriver Alors, du coup, quand j'ai rencontré le gynécologue, du coup, il m'a posé un stérilet hormonal. Donc, le but, c'était de me mettre en ménopause artificielle pour couper les règles et pour éviter, en fait, que la maladie continue à se propager. Sur moi, ça a marché que quelques mois parce que les Mm. douleurs ont continué vraiment, c'était insupportable. Il a voulu me rajouter une pilule, sauf que bah, les hormones, beaucoup d'hormones, c'est quand même pas anodin, que ce soit sur le mental ou sur le physique. Moi, c'était plus au niveau de la santé mentale que ça jouait beaucoup, les hormones. J'avais des sauts d'humeur, donc c'était juste pas possible. J'avais vraiment trop peur que ça aille trop loin, mes sauts d'humeur. Donc j'ai dit, ben là, je peux pas. Ma santé mentale en dépend. C'est pas possible de me mettre sous pilule en plus du stérilet hormonal. Donc il m'a dit, bah écoutez, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va faire d'autres examens et on va voir si on doit opérer. Et en fait, pendant les examens, ils ont vu que j'avais bah, toujours ce nodule qui était présent au niveau du col de l'utérus et j'avais des kystes au niveau des ovaires. Donc les kystes, c'est un syndrome aussi de l'endométriose, les kystes qui sont récurrents. Ok. Et du coup, il m'a dit, bah, écoutez, je vous propose une opération, comme ça on enlève les nodules, on enlève les kystes et on vous fait un bon nettoyage et voilà. Donc du coup, j'ai été opérée en décembre 2019. Donc après, après l'opération, j'étais alitée 2 semaines. Et pendant l'opération, en fait, ils grattent vraiment toutes les particules. C'est pas une opération invasive, en fait, parce que du coup, c'est sous célioscopie. Donc, ils font juste des trous, en fait. Ok. Ils font 4 petits trous. Un trou pour passer la caméra, un trou pour passer la pince. Et puis après, voilà. Mm. D'accord. Et donc ça, du coup, les nodules qui t'ont enlevé, c'était juste dans l'utérus, c'est ça? Oui, Ouais. moi j'étais touchée que dans l'utérus. Ok, ça marche. Et donc après cette opération-là, ça a été quoi la suite pour toi, du coup, au niveau de l'endométriose? Du coup, bah, j'ai gardé mon stérilet. Mhm. Et bah, on a continué de faire des examens régulièrement. Et voilà, le souci, c'est que j'ai commencé à avoir des gros problèmes au niveau des intestins. J'ai commencé à avoir des occlusions assez récurrentes. Donc, c'était vraiment très douloureux. J'allais souvent à l'hôpital. Les laxatifs, ça passait pas. Donc, on me faisait des lavements hyper forts qui faisaient Ouais. vraiment mal. Hmm. Donc, c'était pénible. Et bah, après, j'ai décidé de retirer mon stérilet pour essayer de faire un enfant. Hmm. Parce que je suis tombée sur un moment, j'ai fait une grosse crise d'endométriose et je suis tombée sur un médecin qui m'a dit, bah écoutez, je connais un peu l'endométriose et là, si vous voulez un enfant, si ça commence à envahir vos intestins, il vaut mieux que là, l'enfant, vous commenciez à le faire et que ce soit rapide, que vous alliez directement dans un centre de procréation pour être sûr que vous puissiez faire des enfants rapidement. Donc j'ai commencé à paniquer un petit peu. Ouais, bah oui. Je me suis dit, bon, là, si je veux pas que ça empire, il va falloir que je fasse un enfant rapidement. Hmm. Et donc, on a été dans un centre
de procréation, en fait. Ouais, de On a fait PMA. de PMA. On a fait avec mon conjoint, on a dû faire des tests, alors que ça faisait que 6 mois que j'avais retiré mon stérilet, que ça faisait que 6 mois qu'on faisait des essais. Mais en fait, comme la maladie sans le stérilet, elle augmentait, bah, du coup, il a fallu qu'on fasse les choses vite. Ouais, je vois. On va en reparler juste après, justement, de ce désir d'enfant, de ce que ça peut impliquer aussi avec l'endométriose, parce que c'est quand même un gros sujet. Mais avant ça, quand tu parlais du coup des douleurs aux intestins et tout, effectivement, c'était ton endométriose qui attaquait les intestins aussi, c'est ça? Ou c'était sans lien? Mais je pense que c'est un lien parce que les douleurs sont apparues quand j'ai retiré mon stérilet, quand j'ai décidé de stopper les hormones. Dès que j'ai retiré mon stérilet, les douleurs au niveau des intestins sont apparues en fait, et de plus en plus fortes, de plus en plus violentes, et avec des périodes de diarrhée assez importantes où je me vidais, je perdais beaucoup de poids. Et après, du coup, ça a continué, mais dans l'autre sens, avec des occlusions et constipation hyper importantes où j'allais à la selle une seule fois par semaine, quoi. Ouais. Et du coup, à ce moment-là, en fait, après ton opération, ça a pas permis d'arrêter complètement la maladie. Il n'y a pas eu vraiment d'effet au final après cette opération? Pendant 3 mois, j'ai pas eu trop de douleurs, mais après, c'est revenu. Après, pour là être sans stérilet et avoir vécu avec le stérilet quand même, il m'a un peu apaisée. La maladie, elle était moins violente, mais ça restait quand même douloureux. Ouais, je vois. Et à un moment, au tout départ, tu nous disais que quand tu avais été une fois à l'hôpital, parce que justement, tu avais très mal, on t'avait dit non, mais c'est bon, prenez un Doliprane, machin. Enfin bon, c'est pas grave, c'est le stress, etc. Et c'est quelque chose qui arrive souvent, notamment aux femmes, quand elles disent qu'elles ont mal, on les croit pas, on minimise, etc. Parce que beaucoup de médecins partent du principe qu'une femme va exagérer un peu. Et du coup, toi, est-ce que t'as vécu ça d'autres fois ou... Enfin, qu'est-ce que t'en penses de tout ça, toi? Ah oui, moi, ça m'est arrivé tellement de fois. Mhm. Tellement de fois. Le truc, c'est que déjà, l'endométriose, c'est pas super bien connu du corps médical. Il y a certains médecins, j'ai dû leur expliquer ce que c'était l'endométriose. Ah oui, quand Je même. devais leur expliquer mes douleurs. Et aux urgences, en fait, j'ai été plusieurs fois, du coup, parce que les crises, des fois, elles sont tellement insupportables qu'on est obligé d'être sous morphine. Il y a une fois, je pensais avoir l'appendicite tellement j'avais mal, et au final, en faisant des examens, ils m'ont dit bah non, mais en fait, c'est votre endométriose. Mais en fait, au moment où ils ont découvert que c'était mon endométriose, ils se sont pas foulés. Jusqu'au moment où ils ont pensé que c'était l'appendicite, j'étais sous morphine. Et quand ils ont découvert qu'en fait c'était mon endométriose, ils sont passés du paracétamol, et ils ont été beaucoup moins agréables avec moi. Ah oui, en mode c'est que de l'endométriose. Voilà, quoi. en Ouais. mode c'est que de l'endométriose, c'est rien. Et l'interne qui s'occupait de moi, avant que je parte, elle est venue me dire oui, je vais vous mettre quelques médicaments. Je lui ai dit bah par contre, moi je suis sous Skenan, du coup le Skenan c'est de la morphine. Donc je lui ai dit moi je suis sous Skenan d'habitude, donc là si vous me mettez du Spasfon ou du Doliprane, ça va rien me faire, ça va être totalement inutile. Elle me fait bah je vais voir ce que je peux faire. Et au final, je suis ressortie avec une ordonnance de Spasfon. Ah ouais, Yes. super. Super, merci beaucoup. Ah ouais, c'est fou parce qu'au final, c'était exactement la même douleur, mais juste Ouais. ils ont changé de mots dessus et du coup, la douleur valait plus rien. En fait. C'est ça. Et même au niveau des comportements de certains, c'était impressionnant la différence. Je suis passée d'infirmière qui était vraiment hyper attentive à ma douleur et tout, qui était à mon écoute, à quand ils ont su que c'était mon endométriose, ils en avaient plus rien à faire. Quoi. J'étais en train de pleurer dans le couloir de l'hôpital, dans mon lit, parce que du coup ils m'avaient sorti de ma chambre. J'étais en train de pleurer dans le couloir, ils en avaient rien à faire. Donc ouais, compliqué. ouais. Et justement, en fait, quand tu nous parles de ça, on voit que c'est vraiment hyper douloureux. En fait, on se rend pas compte, je pense, de l'extérieur, d'autant plus qu'il peut y avoir plusieurs stades d'endométriose. Il y a des personnes pour qui c'est plus douloureux que d'autres. Et toi, du coup, tu dois être à un stade quand même assez élevé, je pense, non? Moi, mon stade n'a pas été évalué. Mais je pense que je suis à un stade un peu élevé quand même, parce que je suis quand même sous morphine pour les douleurs. Parce que les autres antidouleurs ne font pas assez d'effet. Et je dois prendre 15 mg de morphine pour être à peu près soulagée de mes douleurs.
Donc, Ouais. c'est Oui, pénible. c'est énorme. Et puis ça, du coup, c'est que quand t'as tes règles ou même en dehors des règles, ça t'arrive encore d'avoir mal à cause de ça? Non, j'ai vraiment mal tous les jours. Moi, Ah c'est ouais. vraiment, il n'y a pas une seule journée où j'ai pas mal au ventre. Mmh. Ah ouais, c'est fou, c'est vraiment toute une organisation en fait. Toute ta vie tourne autour de ça. Enfin, c'est compliqué, non, d'organiser tes journées et tout, même, je sais pas, de prévoir des sorties alors que tu te dis, bah, c'est sûr, je vais avoir super mal au ventre. Enfin, ça doit être. Ouais, après, l'intensité de la douleur, elle varie. Mmh. Il y a des jours où ça va être supportable, donc ça va aller. Et il y a des jours où je vais pas pouvoir bouger de mon lit, donc c'est pénible. Et puis c'est très, très, très fatigant. C'est épuisant aussi moralement. Il y a des soirées où bah, je suis obligée d'annuler parce que j'ai vraiment trop mal, je me sens vraiment pas bien. Donc Mmh. certains de mes amis comprennent. Ceux qui comprennent pas, au début, ça me faisait de la peine quand les gens comprenaient pas. Maintenant, j'en ai plus rien à faire. Je me dis, bah, ils comprennent pas, tant pis, c'est pas grave. Et c'était surtout, moi, c'est surtout au niveau de la vie professionnelle que c'est compliqué. Parce que j'ai souvent des arrêts de travail et que bah, c'est pas encore considéré comme une ALD, l'endométriose. Donc, Donc une ALD, si tu peux dire ce que c'est une ALD. alors une ALD, c'est pour être inscrit comme maladie longue durée, en fait. Ok, Et d'accord. l'endométriose n'est pas encore considérée comme une ALD. Donc, quand on dit à l'employeur qu'on a de l'endométriose, des fois, on n'est pas forcément écouté. Donc, il y a eu plusieurs emplois que j'ai perdus. J'étais en CDD, qu'ils m'ont pas renouvelé parce que j'étais trop souvent absente. Mais bah, je pouvais pas justifier ça autrement qu'en disant bah, c'est l'endométriose. Mais Bah oui, c'est ça. Ça devrait être une justification en soi, mais malheureusement, c'est pas assez considéré dans notre société. Enfin, il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est. Ou alors, je pense vraiment que les gens se rendent pas compte de la douleur. Et même entre femmes, je pense, quand on a nos règles, je pense qu'il y a plein de femmes qui se rendent pas compte à quel point ça peut être vraiment, vraiment très douloureux. Parce que bon, les règles, c'est jamais une partie de plaisir pour personne. Et c'est vrai que moi-même, déjà, quand j'ai mes règles, je me dis... bon, c'est relou, quoi. Genre, j'ai mal au ventre, c'est un peu pénible. Mais j'imagine même pas, genre, le stade de douleur que ça doit être pour avoir à prendre de la morphine. C'est quand même, ça doit vraiment être très compliqué. Enfin, vraiment, t'as beaucoup de courage pour réussir à passer outre. Mais la morphine, justement, ça te fait effet quand même un peu, ça te soulage. ouais, franchement, ça fait de l'effet. Hmm. J'ai eu plein d'antidouleurs différents et la morphine et j'avais un médicament à l'opium aussi qui fonctionnait super bien. C'est vraiment, ça me soulageait vraiment Hmm. beaucoup. Ouais. Mais vraiment, il faut des trucs très forts, quoi. Ouais, bah Hmm. c'est ça le problème, c'est que bah, il y a ça aussi qui fait que je peux pas les travailler quand je suis quand je suis en crise d'endométriose, c'est que les médicaments sont tellement forts que bah ça shoot quand même. Et puis Ça tu shoot peux pas pas mal. conduire, par exemple, du coup, je suppose aussi. Non, Après, bah non, ouais. ça met vraiment KO en Mmh. général. OK. Et du coup, d'une manière générale, l'endométriose, ça peut se manifester comment? Tu connais les symptômes un peu, qui peuvent alerter? Alors, il y a les douleurs pendant les règles, ça c'est un des symptômes principal, les règles plus ou moins abondantes. Les douleurs pendant les rapports sexuels, c'est aussi un symptôme important. Il y a les kystes au niveau des ovaires ou dans l'utérus. Quand ils sont trop récurrents, c'est un des symptômes aussi. OK. Et donc du coup, moi, j'avais vu, qu'en fait, il y a 3 types d'endométriose qui existent. Il y a l'endométriose superficielle, l'endométriose ovarienne et l'endométriose pelvienne profonde. Je sais pas si tu Ouais. connais, ouais, et du coup, tu sais laquelle tu as, toi? Non, je sais Non? pas. Ouais, ça a pas été, diagnostiqué, précisément, Non, puis je crois que j'ai pas posé la question. ouais. Bon, de toute façon, de l'endométriose, c'est de l'endométriose, mais oui, il doit y avoir des différences en fonction des types, qui sont affectés. Je suppose que l'endométriose superficielle doit être peut-être moins douloureuse si c'est Ah, juste ça en dépend des dessous. femmes, je pense. Ouais. Ça dépend vraiment de, même que ce soit les symptômes, que ce soit les douleurs, ça dépend vraiment de chaque femme au cas pour cas. Mmh. Et il y a des femmes qui ont de l'endométriose et qui vont même pas avoir de douleur, en fait. C'est vraiment différent d'une femme à une autre. Mmh. Ouais, je vois. En fait, chacune va ressentir différemment. C'est Ouais. ça aussi qui rend peut-être des fois les diagnostics difficiles. Je sais pas trop sur les parcours médicaux qui sont compliqués. Et, et du coup, est-ce que l'endométriose aussi, ça affecte, par exemple, la durée de tes cycles, etc. Est-ce que tu as des cycles complètement anarchiques ou est-ce que c'est à peu près des cycles réglés
on va dire entre 28 et 31 jours pour la moyenne. Ah oui, alors non, c'est un peu catastrophique. Ouais. C'est vrai que j'ai oublié de le dire dans les symptômes tout à l'heure. Moi, mes cycles, ils vont entre 19 jours et 50 jours. Ah oui, ok, ouais, c'est large. Oui, et ça a toujours été comme ça, une vraie catastrophe. Quand j'étais au collège, en fait, je ne savais jamais quand mes règles allaient tomber. Après, quand j'ai commencé à prendre la pilule, du coup, la pilule, elle m'a un peu réglée, donc c'était un peu mieux. Et après, quand j'ai eu le stérile hormonal, j'avais plus de règles, donc j'avais plus de problème là-dessus. Mais une catastrophe, les cycles. Ouais, ça fait toujours un petit truc en plus bien sympa. Ah ouais. Et du coup, on avait commencé à parler de bébé tout à l'heure. Est-ce que donc l'endométriose, est-ce que tu peux expliquer si ça affecte ça réduit les risques de tomber enceinte? Ça peut affecter, oui. L'endométriose, elle peut vraiment affecter le fait de tomber enceinte. Après, moi, on m'a dit que je pourrais jamais tomber enceinte. Et au final, je suis tombée enceinte. Ouais. Donc, ça veut rien dire. Enfin, je pense qu'il faut vraiment faire comme on veut, essayer, et puis pas se mettre la pression, même si c'est dur. Ouais. Et donc du coup, toi, t'avais ce désir de bébé, c'était important pour toi de fonder ta famille? Ou est-ce qu'on t'a mis un peu la pression aussi avec le médecin qui t'a dit « Oula, faut vous dépêcher, mademoiselle ». Très sincèrement, on m'a mis depuis qu'on m'a diagnostiqué de l'endométriose, qu'on m'a dit et que j'ai vu de mes propres yeux que ça pouvait être compliqué pour tomber enceinte. Je pense que je me suis aussi mis la pression toute seule parce que je me suis dit, ça se trouve, je ne pourrai jamais tomber enceinte. Et faut savoir aussi que chez les femmes qui ont de l'endométriose, parfois, la ménopause peut être plus tôt que la normale. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui me faisait peur. Je me disais que comme j'avais de l'endométriose, c'est soit je tomberai pas enceinte, soit ce sera très compliqué. Et les médecins m'ont pas forcément rassurée là-dessus. Ouais. Donc forcément, j'avais peur. Et le rendez-vous avec le médecin qui me disait, écoutez, là, vous avez enlevé votre stérilet, donc il va falloir vous dépêcher parce que la maladie évolue vite. Là, j'ai commencé à avoir très peur quand elle m'a dit, il va falloir commencer un parcours de PMA au bout de 6 mois parce que là, sinon, ça va pas le faire. Donc, on a commencé à avoir très, très peur avec mon copain. Surtout aller dans un centre de PMA alors que ça faisait que 6 mois qu'on essayait. Devoir faire des tests, devoir faire plein d'examens médicaux. C'est super stressant. Et du coup, est-ce que donc t'avais commencé à lancer les tests, etc. pour la PMA. Est-ce que vous êtes vraiment rentré dans un parcours PMA ou finalement vous avez laissé tomber et vous avez réessayé tout seul, entre guillemets? Alors, on n'a pas commencé de parcours de PMA parce qu'en fait, du coup, sans le stérilet, mes règles, c'était une catastrophe. Ouais. Mon plus grand cycle était de 70 jours. Ah oui, quand même. Donc, ça a été en 6 mois, en 8 mois, j'ai dû avoir 4 fois mes règles, je crois. Et donc, en fait, le problème... pour savoir quand est l'ovulation et tout, c'est une catastrophe. Hein, déjà ça, mais le problème aussi, c'est qu'il y avait des examens qu'il fallait faire pendant ces règles, qu'il y avait des examens qu'il fallait faire après les règles. Et sauf que moi, je leur disais, écoutez, va falloir que je vous appelle le jour J où je perds du sang parce que je pourrais pas prévoir à l'avance. Oui. Donc, il me manquait des examens. J'ai pas pu tous les faire parce que j'ai pas eu assez de cycles, en fait, pour tous les faire. Ouais, je vois. Et donc, du coup, au final, vous vous êtes remis à la méthode naturelle pour essayer tous les deux d'avoir un bébé, c'est ça? On a toujours fait la méthode naturelle, en fait. Et puis, un jour, c'est arrivé. Et hop, ça a marché. C'est ça. Ok, super. Et du coup, qu'est-ce que t'as ressenti à ce moment-là quand t'as su que t'étais enceinte? J'étais très surprise parce que du coup, un mois avant, j'avais vu un gynéco qui m'avait dit, vous êtes trop grosse pour tomber enceinte. Ah, donc... sympa. Toujours très, très délicat, les médecins, ça fait plaisir. Voilà. Donc, du coup, je m'attendais pas à tomber enceinte. Et puis, on n'y pensait plus, en fait. On l'avait plus en tête parce que ça nous prenait tellement la tête, ça nous stressait tellement que on avait mis un peu l'idée de côté. On s'était dit, tant pis, hein, c'est pas grave. On s'était laissé quand même 2-3 ans. On s'est dit, on essaye 2-3 ans et si on n'arrive pas, par contre, je me faisais retirer l'utérus parce que c'était plus possible. Ouais. Donc,
quand même, j'étais quand même surprise, mais j'étais contente. Je me suis dit, waouh, on a réussi. Ouais, bah ouais, ça a dû être super. Et est-ce que c'est, du coup, là, pendant ta grossesse, t'as toujours les douleurs de l'endométriose, du coup, qui sont présentes? Alors, c'est beaucoup moins présent. Mm. C'est pas tous les jours. Alors, parce qu'avant, c'était quand même tous les jours que j'avais mal. J'en ai toujours, mais beaucoup, beaucoup moins et beaucoup moins intense qu'avant. Mm. Surtout Ok. que, heureusement, parce que j'ai pas le droit de prendre de morphine, là. Donc... Bah oui, c'est ça. Du coup, ça change quand même pas mal de choses. Oui. Donc, ok. Et ça a est-ce que ça peut avoir un impact sur une grossesse, l'endométriose? Est-ce que ça peut créer des complications ou est-ce que il n'y a pas de corrélation une fois que t'es enceinte, ça se passe? Alors, normalement, le sage-femme qui me suit m'a dit que, normalement, quand on est enceinte, l'endométriose est au repos. Donc, normalement, Ok. elle n'est pas censée se manifester, elle n'est pas censée engendrer des complications. Après, je sais encore une fois, ça dépend des femmes. Il y a des femmes qui vont quand même être enquiquinées par l'endométriose pendant la grossesse. Donc, ça dépend des femmes. Moi, pour l'instant, tout se passe bien. Ouais, ça va. Donc du coup, après, il y a les maux de la grossesse aussi, les nausées, etc. Ah Mais bon. ouais. Ça, c'est pénible parce que personne nous le dit. C'est vrai que tout le monde dit que c'est trop bien la grossesse. Personne nous dit qu'on est malade pendant les 3 premiers mois. La petite surprise qui fait plaisir. Ah, c'est ça. Je suis jamais tranquille. Ouais, c'est ça. Et après une grossesse, est-ce que tu sais si l'endométriose est modifiée, si ça se calme un peu, si ça reprend de plus belle? Encore une fois, ça dépend peut-être des femmes. Je pense qu'encore une fois, oui, ça dépend des femmes. Après, il y en a qui disent que la grossesse, ça guérit l'endométriose. Moi, je pense que c'est une légende, clairement, bien, mais bon. parce que l'endométriose, c'est quand même à vie, hein. Mais peut-être que ça la modifie, je sais pas. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais de vouloir te faire retirer l'utérus. Ça, c'est un projet que tu as pour plus tard, encore, aujourd'hui? Je sais pas parce que du coup là pour l'instant j'ai ma grossesse donc j'y pense plus. Après en soi si je suis vraiment trop enquiquinée par l'endométriose, je sais que c'est quelque chose, j'ai une idée que je garde de côté. Si je suis vraiment trop embêtée, je le ferai retirer parce que comme ça je serai plus embêtée. Ouais. Et une fois que tu retires l'utérus, du coup, t'as plus du tout d'endométriose ou il peut du coup y en avoir encore un peu à d'autres endroits, admettons au niveau des intestins ou des choses comme ça, ou t'enlèves la source principale et c'est bon après. Je sais pas comment Alors ça fonctionne. j'ai pas la réponse parce que du coup il y a des réponses positives et négatives à la question. Ok. C'est mitigé en fait. Il y en a qui disent que ça enlève l'endométriose, il y en a qui disent que bah ça l'enlève pas, donc je sais pas. Ça dépend de chaque personne, encore une fois. Je pense, ouais. Et est-ce que l'endométriose est génétique? Est-ce que tu sais si elle se transmet, si t'as plus de chances d'avoir de l'endométriose si ta mère en a eu ou pas? Alors j'ai posé la question autour de moi. Il y a des médecins qui m'ont dit que ça pouvait être génétique, mais que ça l'était pas à chaque fois. Moi j'ai posé la question autour de moi, ma mère a jamais eu de problème. Après au niveau de ma grand-mère, mes arrière-grands-parents, ils en parlaient pas, donc j'ai pas de réponse. Après, dans ma famille, ma petite sœur a des douleurs, mais elle pense pas en avoir. Donc, je ne sais pas du tout. Après, ce que j'espère, c'est que si jamais j'ai une petite fille, qu'elle n'ait pas l'endométriose, je prie pour qu'elle n'en ait pas. Ouais. Oui, ben on priera tous pour toi, je pense. Et du coup, pour ton conjoint, donc avec qui tu es depuis 3 ans et demi, il me semble, Oui. à peu près, pour lui, à quoi ça ressemble la vie aussi quand on la partage avec une personne atteinte d'endométriose? C'est dur pour lui, mais c'est plus dur dans le sens où ça le brise en fait de me voir souffrir. Quand je suis en crise et que je m'écroule par terre, ça lui fait mal au cœur en fait parce qu'il peut pas m'aider et qu'il peut rien faire. Après, le reste du temps, il s'habitue. Il sait qu'il y a des périodes où on pourra pas avoir de rapport sexuel parce que je serai en crise et que j'aurai mal. Je sais que c'est très dur aussi pour lui, du coup, au niveau des rapports sexuels parce que il a tout le temps peur de me faire mal. Donc, du coup, il est jamais sûr de lui. C'est pas simple, mais il est hyper. Franchement, il est très, très aidant au quotidien. Là-dessus, j'ai rien à lui reprocher. Ouais, il est à l'écoute. Il est vraiment génial. Ah ouais.
très très à l'écoute. Bon bah c'est très bien, c'est ce qu'il faut. Oui, c'est super important parce que il y a beaucoup de femmes qui ont des problèmes de couple à cause de l'endométriose parce que le conjoint il arrive pas en fait à vivre avec, il arrive pas à s'adapter et du coup ça rajoute encore des problèmes. Ouais, c'est peut-être qu'il faut changer de conjoint du coup Je dans pense, ces ouais, moments-là, ça franchement, peut je être un pense, signe. ouais. Ouais. Et à ton avis, pourquoi est-ce qu'il y a autant de tabous aujourd'hui encore autour de l'endométriose? Eh bien, parce que bah, ça touche les femmes et que ça touche la sexualité, que ça touche les parties génitales, que ça touche les règles et que ça, c'est des choses de l'ordre de l'intimité pour certaines. Enfin, moi, j'ai pas de tabou, donc franchement, je suis contente d'en parler. Je sais qu'en plus, en parlant, on peut aider les autres. Mais je sais que certains sont très pudiques par rapport à ça et ont du mal à en parler, je pense. Ouais. Et selon toi, c'est quoi justement la façon de changer les choses aujourd'hui et de lever les tabous autour de cette maladie? Bah, je pense que plus il y aura de femmes qui vont parler et plus les tabous vont se lever. Après, c'est pas toujours facile de le faire, mais je pense que plus on en parle, plus on fait de la prévention et plus les femmes vont se sentir à l'aise. Et ce qui est bien aussi, enfin, ce qui serait bien, ce serait que des hommes en parlent aussi de leur quotidien à vivre avec des femmes avec de l'endométriose. Ça, ce serait top. Ouais, pour démocratiser un peu la chose. C'est ça. Ouais. Bah oui, surtout qu'effectivement, c'est aussi s'il y a une femme sur 10, il y a beaucoup, ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de conjoints, de conjointes qui sont confrontés à l'endométriose de la personne avec qui ils vivent au quotidien. Donc c'est vrai que en fait, c'est un handicap invisible, quoi. C'est C'est ça. vraiment quelque chose qui a un impact dans la vie de tous les jours. Donc c'est important d'en parler. Et toi, justement, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir si tu reviens en arrière à la petite Yuna de 12 ans qui va avoir ses règles? Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir un peu sur tout ça? Ah, bah, j'aurais aimé déjà savoir comment mettre une serviette hygiénique. Apprenez-nous à mettre une Voilà, serviette c'est ça. hygiénique. J'aurais aimé savoir que quand on a ses règles, c'est pas normal d'avoir mal à ce point-là. Que c'est pas normal non plus que les règles soient complètement irrégulières, que ce soit le bazar comme ça, que les rapports sexuels, c'est pas censé être douloureux non plus. Enfin, j'aurais aimé que en fait, on me dise les choses et j'aurais aimé en fait à ce moment-là qu'il y ait quelqu'un qui parle d'endométriose et je me dise ah mais je ressens toutes ces choses-là, ça se trouve j'ai ça et il y avait pas ça. Ouais, c'est ça. Heureusement, aujourd'hui, il y a de plus en plus quand même même de comptes Instagram qui en parlent et tout, donc c'est super. Mais il y a encore des choses à faire et à améliorer pour qu'on en parle plus, évidemment. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais si quelqu'un nous écoute et justement souffre d'endométriose, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais que si elle a n'importe quelle question, qu'elle peut venir s'adresser à moi. Qu'il y a des groupes de parole aussi sur Facebook, ça c'est super, franchement. Ouais. Moi, ça m'a vraiment aidé. Il y a plein de groupes de parole sur Facebook, on peut les rejoindre, même si on ne souffre pas d'endométriose, si on a quelques questions ou si on a des proches qui souffrent de cette maladie, qu'on veut en savoir plus. Les groupes, franchement, c'est génial, on peut poser, c'est hyper ouvert d'esprit, donc franchement, c'est top. Et moi, j'ai créé une page avec une amie qui a aussi de l'endométriose qui s'appelle Endonante. Et pareil, on répond à toutes les questions, même les questions. Il n'y a pas de questions bêtes, mais même les questions qui peuvent paraître simples ou autres, on y répond, que ce soit des proches, que ce soit des personnes qui en souffrent. On a réussi à diagnostiquer pas mal de personnes, à aider pas mal de personnes. Donc franchement, faut pas hésiter. Ok, bah trop bien, c'est super bien de faire ça. Je noterai dans la description du coup le nom et puis effectivement c'est bien et je pense que il y a besoin d'avoir beaucoup de sororité autour de ça. C'est important de se conseiller entre nous, surtout quand on voit que des fois on n'est pas écouté par le corps médical. Faut au moins se soutenir entre nous, je pense. C'est clair, mais il y a beaucoup de solidarité par rapport à l'endométriose, donc ça c'est vraiment bien. Les filles, les femmes qui souffrent d'endométriose entre elles sont vraiment très solidaires et très soudées, donc faut vraiment pas hésiter à rentrer dans des groupes, même si c'est pour des simples questions. Franchement, les gens sont super à l'écoute, donc. Ouais. Ok. Et justement, tu as dû parler donc à beaucoup de jeunes femmes dans la situation. Tu vois que c'est quelque chose de commun, l'errance médicale par rapport à l'endométriose et le fait de mettre beaucoup de temps à avoir un diagnostic? Ouais, c'est impressionnant. Les médecins, moi, il y a plusieurs fois où j'ai vu des médecins où j'ai dû leur expliquer ce que c'était l'endométriose parce qu'ils n'étaient pas capables de se renseigner dessus. Et il y a pas mal de femmes à qui j'ai parlé qui avaient des symptômes. Elles me disaient que leur médecin traitant les écoutait pas, qu'elles savaient pas comment faire.
Du coup, j'ai fait de la pub à mon gynéco à chaque fois. Je donnais les coordonnées de mon gynéco pour qu'elles aillent voir quelqu'un qui est vraiment à l'écoute, qui s'y connaît vraiment en endométriose. Parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de médecins traitants qui sont dans le déni, qui reconnaissent pas la maladie et qui disent non, non, vous avez pas ça. Alors que faut faire des examens, en fait. Faut chercher et parfois, oui, c'est vraiment le cas. Ouais. Puis des fois, il y a une maladie aussi qui ressemble, c'est le syndrome des ovaires polykystiques où des fois, il y a quelques points communs. D'ailleurs, j'en profite pour dire que j'avais fait un épisode sur le sujet. Donc là, si vous nous écoutez, que vous voulez écouter l'épisode sur le SOPK, faudra remonter dans les premiers épisodes. Je crois que c'était le 8 ou le 7, quelque chose comme ça, avec une jeune femme qui s'appelle Emmeline et qui est présidente d'une association. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Et puis je mettrai aussi dans la description justement le groupe dont tu parles. Je chercherai aussi, je suis un compte Instagram qui parle de ça. Enfin, il y a quand même pas mal de ressources, même si toi t'en as, tu me diras ça et puis je noterai tout. Et du coup, toi, Yuna, c'est quoi tes projets maintenant pour l'avenir ? Là, pour l'instant, c'est préparer l'arrivée du bébé. Oui, trop bien. Oui, devenir maman et je veux continuer à faire de la prévention sur l'endométriose à fond parce que j'ai vu que ça aidait énormément. Et je faisais souvent des sondages sur mon Instagram avant et je voyais les questions que je recevais. Les gens sont vraiment pas informés sur la maladie, donc faut vraiment continuer de faire ça. Donc pour l'instant, je veux continuer de faire de la prévention au maximum. Ok, c'est très très bien. Et toi, du coup, donc la dernière question du podcast, qu'est-ce que tu vois derrière ton arc-en-ciel ? Quelle est la notion d'espoir que tu voudrais transmettre aujourd'hui aux personnes qui t'écoutent ? On n'est jamais tout seul face à la maladie, peu importe quelle maladie c'est. Il y a toujours des gens qui souffrent aussi de la maladie ou même des proches qui peuvent comprendre, même si on se sent souvent très très seul, parce qu'il y aura toujours des gens qui ne comprendront pas. Il faut s'appuyer sur les gens qui nous comprennent et qui sont aidants et qui nous soutiennent. C'est ça, ne pas rester seul. Ouais, surtout pas. Ok, merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou pas ? Ou est-ce que tu penses que tu as fait le tour ? Si vous pensez avoir des symptômes d'endométriose, il faut vraiment pas hésiter à en parler autour de vous, à se renseigner sur la maladie ou à se renseigner auprès de personnes qui souffrent de cette maladie-là. N'hésitez pas. Ouais, et puis je mettrai ton compte Instagram aussi dans la description et puis je t'identifierai sur Instagram quand je posterai l'épisode. Comme ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller parler à Yuna, elle est très gentille. Oui, et je suis très ouverte d'esprit, n'hésitez pas. Oui. Toutes les questions sont les bienvenues. Voilà. Écoute, merci beaucoup Yuna d'avoir accepté de venir jusqu'à chez moi, me rencontrer pour discuter du sujet. C'est vrai qu'on a eu un peu de mal à se voir et puis finalement c'est bon, on l'a fait, donc je suis très contente. J'espère que l'épisode sera utile à d'autres personnes. C'est vrai que moi, on m'en a beaucoup parlé. J'ai eu déjà beaucoup de personnes qui m'ont dit « Ah, mais il faudrait que tu fasses un épisode sur l'endométriose, c'est super important et tout. » Et j'ai même eu d'autres personnes depuis, d'autres femmes qui m'ont dit qu'elles voulaient bien enregistrer sur le sujet. Je leur ai dit « Non, mais j'ai déjà quelqu'un, ça fait 1 an et demi qu'on doit se voir. J'attends de pouvoir la voir. » Donc, je pense qu'il y a un vrai besoin là-dessus. Les gens ont vraiment... beaucoup besoin de savoir, donc franchement je pense que c'est un épisode qui va être assez utile. Et puis d'ailleurs, même quand on n'en est pas atteinte directement, voilà, c'est important de savoir ce que les autres peuvent vivre aussi. C'est vraiment essentiel. Donc voilà, je partagerai des ressources sur mon compte Instagram. Et puis merci encore une fois pour ta venue et pour tout ce que tu nous as dit. Et puis encore félicitations pour ton petit bébé. Et puis tu nous tiendras au courant, au courant de tout ça. Merci Yuna. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Over the Rainbow diffuse l'espoir par vos histoires et j'espère que vous avez apprécié le récit d'aujourd'hui. On ne parle jamais trop de l'endométriose et pour que la recherche avance, il faut non seulement
parler de cette maladie, mais aussi, lorsque c'est possible, aider financièrement pour que cela avance. Si vous avez envie d'y participer, sachez que je réalise ce mois de mars 2022 un partenariat avec la marque de lingerie et culottes menstruelles Poétique qui reverse 1 € de chaque commande à la recherche. Vous trouverez un lien avec un code promo dans la description de l'épisode. Ces maladies sont une réalité qu'il ne faut plus ignorer car la souffrance qu'elles engendrent est bien réelle. Je remercie encore la douce Yuna d'avoir accepté de venir en parler lors de cet échange à 2,5 avec son petit bébé bien niché au creux de cet utérus qui envoie de toutes les couleurs. Vous retrouverez en description les ressources citées dans l'épisode. S'il vous a plu, je vous invite à laisser une petite note, voire un petit commentaire et à en parler autour de vous pour informer vos proches de cette maladie. Merci pour votre écoute, prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous embrasse.